Merci Dolores. Eh ben de rien. Bonsoir Guillaume Pitron. Bonsoir Elaceta. Merci d'être venu nous voir. Pour l'anecdote, vous êtes là pour, enfin c'est pas anecdotique, mais vous êtes là pour présenter un livre qui s'intitule La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et l'anecdote, c'est que c'est sorti en janvier 2018. Nous sommes en juin, nous sommes très heureux de vous recevoir 6 mois après. Il est rare que des promos durent aussi longtemps, comme on dit dans le métier, mais c'est sans doute parce que ce livre a un intérêt très puissant. Vous êtes journaliste, vous êtes reporter, vous avez collaboré au Monde diplomatique, à l'Expansion, à La Vie, vous avez réalisé beaucoup de documentaires, notamment avec l'agence CAPA. Je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une transition énergétique ? En tout cas, cette transition énergétique, c'est peut-être la troisième. La première, c'était la transition, l'utilisation des machines à vapeur, qui s'est accélérée au XIXe siècle et l'utilisation de ces machines dépendait du charbon. Et puis ensuite, au XXe siècle, il y a eu le moteur thermique, le moteur à essence, et pour ça, il fallait du pétrole. Et puis au XXIe siècle, on se dit, mais le charbon et le pétrole, ce sont des combustibles qui génèrent du réchauffement climatique. Il faut lutter contre ce réchauffement climatique et on va basculer dans des nouvelles technologies dites vertes, éoliennes, panneaux solaires, voitures électriques, elles-mêmes reliées à des réseaux intelligents, comme on dit. Et ces technologies-là, elles n'ont pas besoin de ces fameux combustibles que sont le charbon et le pétrole. Et donc on peut créer de l'énergie sans avoir à réchauffer le climat. C'est ça cette idée, c'est de pouvoir utiliser des technologies qui en même temps n'utilisent pas ces combustibles responsables du changement climatique. Et donc on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, l'énergie en toujours plus importante, toujours plus abondante, et en même temps, eh bien, pas de réchauffement climatique avec ces énergies, avec ces fossiles, avec ces ressources fossiles. Alors on peut dire que la COP21, qui s'est tenue à Paris en 2015, je crois, c'était un peu l'adoubement planétaire de cette transition énergétique. C'est-à-dire on est sur un postulat qui implique que cette transition nous permet de continuer, comme vous dites, à vivre de la même manière, dans cette même logique de croissance infinie, sans polluer, en limitant les effets sur le changement climatique, et aussi avec toute une nouvelle économie qui nous est promise, de nouveaux emplois, de nouvelles industries liées à ça. Donc, est-ce que vous pouvez détailler ce postulat en fait, qui est porté par cette transition énergétique ? Il y a 3 postulats dans cette transition énergétique pour faire simple. Le premier postulat, et ces 3 postulats ont été fortement répétés, célébrés à la COP, lors de la COP21 en 2015 à Paris. Le premier postulat, c'est que cette transition est une transition qui est écologique, puisque nous allons pouvoir justement nous sevrer du pétrole et des hydrocarbures. Le second postulat, c'est que en nous lançant dans ce nouvel âge technologique, on va créer des emplois. On va créer des emplois dans les technologies d'avenir. Si vous regardez la Nouvelle France industrielle, qui est un document gouvernemental qui énumère toutes les technologies d'avenir, on trouve des technologies absolument fabuleuses dans lesquelles la France a une carte à jouer, et les pays occidentaux en général. On parle de numérique, on parle d'hôpital connecté, on parle d'alimentation intelligente, on parle de villes intelligentes, de nouvelles mobilités, etc. Et le troisième postulat, c'est que si on ne dépend plus du pétrole, eh bien c'est génial, parce que nous n'allons plus dépendre des pétromonarchies. Toutes ces guerres qu'on a menées depuis des décennies en Perse, en Iran ou encore au Moyen-Orient, eh bien si nous avons moins besoin de pétrole, après tout, c'est aussi cette géopolitique du pétrole qui va être remise en cause, qui va être mise entre parenthèses, et on peut penser que le monde sera peut-être un peu plus sage, un peu moins dangereux. C'est ça les 3 grandes idées, les postulats autour de cette transition énergétique. Et en fait, votre ouvrage, c'est une enquête sur l'angle mort de cette transition énergétique, de cette panacée promise. Vous révélez, en fait, ou vous mettez la loupe, l'accent sur le fait que cette transition énergétique, comme toutes, repose aussi sur une ressource ou des ressources. Au 19e, on avait besoin du charbon. Au 20e, on avait besoin du pétrole. Et au 21e, en basculant dans cette 3e transition énergétique, nous avons besoin de métaux rares. Et en fait, les métaux rares, ce sont des petits métaux. Dans la nature, on connaît les grands métaux, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, mais il n'y a pas que ça dans la nature. Il y a aussi des tout petits métaux qui sont mélangés naturellement aux grands métaux dans une mine et qu'on sait extraire, raffiner et utiliser pour les fameuses technologies vertes. En fait, ces petits métaux rares, ce sont un peu les vitamines du high-tech et du green-tech, les technologies vertes. C'est-à-dire qu'on les saupoudre un peu partout et ça rend nos technologies beaucoup plus puissantes. Voilà, ça les booste. Et grâce à ces métaux, eh bien, on peut faire des éoliennes beaucoup plus puissantes, on peut fabriquer certains panneaux solaires beaucoup plus puissants, on peut fabriquer des voitures électriques. Et simplement, ces métaux, eh bien, il faut aller les chercher quelque part. Et donc, quand on regarde, en fait, et c'est l'objet de mon livre, cette transition sous l'angle des métaux, donc des matières premières qui conditionnent toute cette transition, et
dont personne n'a jamais parlé jusque-là, pas même à la COP21, eh bien quand on regarde cette transition sous cet angle-là, en fait le tableau est complètement différent. Où allons-nous les chercher? Et à quel coût pour les hommes et pour l'environnement? Qui tient ces métaux? Quelle guerre économique est en train de s'annoncer pour leur commerce? Quelles tensions géopolitiques vont naître? Et là, tous les présupposés de la transition énergétique sont fortement bouleversés et remis en cause. On va peut-être commencer par regarder une petite animation d'un téléphone, en fait, où on va comprendre que ces métaux rares, en fait, aussi mystérieux, nous semble-t-il, à ce moment de l'entretien, en fait, sont très présents, puisque vous donnez souvent l'exemple du néodyme, sans lequel, par exemple, notre téléphone ne vibre pas. Et donc, on peut le voir sur l'écran, il y a une trentaine, quasiment, voire plus, de ces métaux rares qui sont métaux abondants et rares. Abondants et rares dans nos téléphones. On parle de métaux rares aussi parce que, vous le rappelez souvent, il y a... Vous donnez des chiffres dans votre livre. Pour extraire 1 kg de vanadium, alors ils ont toujours des noms très poétiques, tout à fait passionnants en fait. Hein. Il y a le vanadium, donc il faut purifier 8,5 tonnes de roche pour en extraire 1 kg. Donc ça donne une idée de la proportion. Mais il y a aussi le cérium, c'est 1 kg de 16 tonnes de roche. Le gallium, 1 kg de 50 tonnes, et puis le lutécium, très beau nom, mais c'est 1 kg pour 1200 tonnes de roche. Et donc c'est là qu'on arrive à mesurer la rareté de ces métaux-là. Où est-ce que sont basés, disponibles ces métaux ? D'abord, vous avez donné des chiffres, et si je dois les ramener par exemple à ce qu'on pourrait extraire comme fer dans l'écorce terrestre, finalement, le ratio entre ce qu'on peut extraire de fer et de métaux rares dans une tonne de roche, c'est quelquefois de 1 à 1000, de 1 à 2000, de 1 à 3000. Donc on trouve 3000 fois moins de ces métaux que de métaux abondants. Alors où est-ce qu'on les extrait? C'est toute la question. On les extrait dans plusieurs pays. On va trouver par exemple du lithium, qui n'est pas rare, mais qui est très stratégique et important pour la voiture électrique dans les salars d'Amérique latine. On va trouver du cobalt, métal rare et critique pour la Commission européenne en RD Congo. Et puis on va trouver également tous ces métaux rares en fait en Chine. Et lorsqu'on regarde la liste de ces métaux rares et critiques éditée par la Commission européenne, ce qui frappe, c'est de voir à quel point la Chine est en train de devenir un petit peu l'Arabie saoudite des métaux rares. Avant qu'on aille en Chine, vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique avant de vous intéresser à cette question-là, ou en vous intéressant à cette question-là. Vous parlez de la RDC, on sait aujourd'hui, il y a notamment des documentaires des collègues de France 2 qu'on a cités tout à l'heure, sur les mines au Congo, on sait dans quelles conditions sont extraits ces métaux. En Chine, aujourd'hui, vous le dites dans votre livre, c'est 95% des ressources en métaux rares qui sont dans ce pays-là, des terres rares. Comment vous expliquez en fait que toutes ces terres soient exploitées exclusivement en Chine? Quand on parle de terres rares, on parle en fait d'une catégorie de métaux rares, et la Chine effectivement à 95%. Et les conditions dans lesquelles s'extraient ces métaux en Chine sont absolument déplorables. Et moi j'y suis allé, parce que je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc ce que j'ai écrit, c'est que je l'ai vu. Et lorsque je suis allé dans ces zones minières, notamment en Mongolie intérieure, j'ai constaté des enfers de Dante, des zones minières complètement dévastées, le processus de raffinage est très sale, il y a des lacs de rejets toxiques dans lesquels on rejette directement les eaux usées par le processus de raffinage, issus du processus de raffinage dans des lacs toxiques qui débordent dans le fleuve Jaune. Et puis il y a des villages du cancer autour de ces lacs. Les gens meurent de cancer compte tenu des impacts écologiques. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça? Et en fait, je n'ai jamais entendu parler de ça parce que les mines de terres rares, ces fameux métaux rares, cette classe de métaux rares, se trouvaient au départ en fait aux États-Unis. Et c'est les Français qui raffinaient les terres rares dans les années 80-90. Et c'était tellement sale. C'était Rhône Poulenc. C'était Rhône Poulenc, tout à fait, Rhône Poulenc, à La Rochelle, aujourd'hui Solvay. Et en fait, c'était tellement sale d'extraire ces terres rares aux États-Unis et en même temps, dans les années 80-90, de les extraire et de les raffiner en France, dans l'usine de Rhône Poulenc, que finalement on a préféré fermer la mine et délocaliser le processus de raffinage dans les pays qui étaient prêts à salir leur environnement pour assumer ce processus-là. Et donc finalement, au même moment, les Chinois nous disent « mais nous, ça nous intéresse parce qu'on a besoin de s'enrichir, on va salir notre environnement, mais ne vous inquiétez pas, l'important c'est qu'on s'enrichisse. » Et donc on était trop contents, on s'est débarrassé de cette production, de ce raffinage, et puis comme ça, on a laissé aux plus pauvres le soin de raffiner les métaux et de les purifier pour nous, et puis nous comme ça, on a pu les racheter propres, et puis dire qu'on était écolo. Donc le monde finalement s'est divisé entre ceux qui étaient sales, et puis ceux qui faisaient semblant d'être propres. Et de la sorte, nous pouvions racheter les minerais, les mettre dans nos technologies vertes et dire « regardez, on n'émet pas de CO2 ». Sauf qu'on n'a pas calculé la pollution qui se trouve en amont. Et ça, personne ne l'a vu.
Et en fait, vous décrivez littéralement une délocalisation de la pollution. C'est une délocalisation de la pollution. Mais qui a aussi des conséquences sociales. C'est-à-dire que les conditions de travail dans les mines en Chine ou en République démocratique du Congo sont aussi affligeantes. Et tout ce qu'on revoit en Chine, on va le trouver dans les pays qui sont des producteurs de ces fameux minerais rares. Je ne suis pas allé au Congo. En revanche, ce que l'on peut lire, c'est effectivement, et ce que l'on comprend, c'est les conditions sociales déplorables dans lesquelles on extrait ce fameux minerai rare, le cobalt. C'est également les conditions déplorables sur le plan écologique dans lesquelles ça peut s'extraire. Dans les salars où on trouve beaucoup de lithium, mais également du cuivre et donc du cobalt, parce que le cobalt est un sous-produit du cuivre, il faut énormément d'eau pour purifier le minerai. Mais vous vous rendez compte qu'on est dans les zones les plus arides de la planète, donc où est-ce qu'on va chercher l'eau? Donc ça pose d'immenses problèmes. Alors du coup, on va chercher l'eau maintenant dans la mer. On va installer des centrales de désalinisation pour désaliniser l'eau, l'apporter via des tuyaux, des cases, je ne sais comment, jusqu'aux zones minières pour pouvoir raffiner le minerai. Donc tout ça, c'est l'énergie, parce que ça nécessite de l'énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est des centrales à pétrole? C'est des centrales à charbon? Donc en fait, on remarque que dans toutes ces zones d'extraction, de toute façon, il y a un coût environnemental qui est supporté par les populations locales, par les États au niveau local, mais ça se passe tellement loin de chez nous, à des milliers de kilomètres. Personne n'y va pour vraiment, enfin peu de gens y vont pour constater cela. Et bien finalement, nous fermons les yeux sur la face sombre écologique de cette transition verte, sur le fait que pour faire du propre, eh bien en fait il faut faire du sale. Il y a un chiffre que vous donnez dans votre ouvrage qui est extrêmement parlant. Vous citez une recherche du CNRS. Il va falloir extraire plus dans les 30 prochaines années que depuis 70 000 ans. Les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui vont tirer de la Terre plus que les 115 milliards d'êtres qui nous ont précédés. Je pense qu'on est dans des chiffres astronomiques qui donnent la mesure en fait de la rareté, mais aussi de l'avidité que nous avons pour ces ressources. Nos besoins sont exponentiels, on a besoin de plus en plus de ces métaux, et quand on regarde les courbes de croissance, elles s'envolent. 15% de croissance du marché des terres rares par an, ça veut dire qu'on double la production, j'ai pas fait le calcul, mais tous les 3 ou 4 ans. C'est exponentiel. Et donc, effectivement, à un moment, une étude qui est notamment conduite par un chercheur du CNRS dit, mais à ce rythme-là, vous l'avez dit, pour les 30 prochaines années, il faudra extraire plus de métaux pour tous nos besoins que tout ce qu'on n'a jamais extrait depuis 70 000 ans. Donc vous voyez qu'au nom d'une sobriété, on recherche cette sobriété, c'est en tout cas le message qui passe à travers cette transition énergétique. En réalité, il faut toujours plus de matières premières rares, et on se retrouve en plein paradoxe. On a parlé du coût écologique, on a parlé du coût social, mais l'autre postulat dont on parlait, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'indépendance, ou en tout cas la fin de la dépendance énergétique, ça aussi c'est battu en brèche par votre enquête. En fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, disons que la France a réussi jusque maintenant, et les pays occidentaux, à sécuriser l'accès au pétrole, qui était vraiment la ressource énergétique la plus importante du siècle passé, qui est toujours la plus importante aujourd'hui. Et ça s'est fait au prix de guerre, de tout ce qu'on veut. Je ne dis pas qu'on a bien fait, mais en tout cas, ça a été sécurisé. Parce qu'en France, on est allé chercher du pétrole au Gabon, parce qu'aux États-Unis, on est allé signer le pacte du Quincy avec le roi Ibn Saoud en 1945, et donc du coup, l'Arabie Saoudite fournit du pétrole aux Américains. Et puis à un moment, on bascule dans un nouvel âge énergétique où on dit on va se débarrasser du pétrole, on va aller vers davantage de technologies vertes, mais on n'a pas du tout pris en compte l'aspect matière première. Et en fait, on bascule dans une dépendance, une nouvelle dépendance à ces matières premières, mais aussi une nouvelle dépendance non plus à l'Arabie Saoudite ou aux pétromonarchies, mais à la Chine. Parce que la Chine, pendant ce temps-là, elle s'est retrouvée à produire tous ces métaux rares. On parle des terres rares, mais on peut parler du bismuth, du tungstène, de l'antimoine, du germanium, du gallium. Enfin, la liste est absolument affluente. Elle produit quasiment tous ces minerais-là. Et donc elle dit, mais maintenant, c'est moi qui les produis. Et qu'est-ce que fait un pays lorsqu'il tient l'essentiel d'une ressource qui est indispensable pour ses pays clients? Eh bien, il l'utilise comme levier industriel et géopolitique. Quotas sur les exportations depuis les années 2000, embargo en 2010 à l'encontre du Japon et des États-Unis. Donc la Chine dit, maintenant c'est terminé. Les terres rares, c'est moi qui les ai, les métaux rares, c'est moi qui les ai, et ça ne va pas se passer comme vous l'aviez cru. Et en plus, ça menace aussi la promesse de la transition énergétique, c'est-à-dire que les Chinois, comme ils font avec les autres technologies, font du transfert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont parfois, donc, du fait de ces embargos, de ces mesures restrictives, d'installer leurs unités de production
quasiment en Chine, et donc la dépendance n'en est qu'augmentée. La Chine nous dit ce qui s'est passé, c'est cette idée néocolonialiste selon laquelle vous pourriez, comme au XIXe siècle, venir dans un pays, vous servir en ressources, pomper les ressources et puis conserver la valeur ajoutée, c'est terminé. Nous, on s'est donné du mal, on a saccagé notre environnement pour ces matières premières, mais une fois qu'on les a, on va les garder. Et donc, on va limiter notre exportation de ces matières premières. Alors, vous avez le choix de deux choses l'une. Soit vous restez chez vous, vous n'avez pas ces matières premières, soit vous venez chez nous et vous en aurez. Mais si vous venez chez nous, vous venez avec quoi? Vos emplois, vos usines, vos laboratoires de recherche et développement, vos brevets, vos technologies, et les Chinois, ils apprennent très très vite. Ils apprennent, ils co-innovent, comme on dit, ils réinnovent, c'est-à-dire qu'ils voient le brevet passer, ils changent 3 virgules, ils mettent un tampon chinois et ça devient chinois. Et donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait la Chine, parce qu'elle avait la matière, était capable d'attirer sur son territoire, notamment grâce à ces ressources que sont les métaux rares, les industriels occidentaux, à apprendre d'eux et à atteindre la frontière technologique. Nous, on s'est dit, c'est pas grave, les mines, c'est du caillou, c'est sale, on va pas broyer les cailloux, puis comme ça on va pouvoir se concentrer sur l'aval de la chaîne industrielle. Mais les Chinois ont compris qu'en broyant le caillou, eh bien, ils remonteraient plus rapidement l'aval de la chaîne industrielle, et aujourd'hui sur les technologies vertes, la Chine est devant nous. Et elle risque de le rester si on lit votre ouvrage. Je voudrais qu'on termine sur les solutions, sur la possibilité que nous avons, nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que citoyens, pour essayer de rendre propre cette transition propre. D'abord, je suis obligé de vous citer une phrase d'Einstein que je cite dans mon livre qui est absolument magnifique et qui dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et moi, je me demande, après avoir enquêté pendant ces années-là, et je ne suis pas un militant dans une association écolo, je ne suis pas militant dans un parti politique, en ramenant ces faits, à la fin, je me dis « Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème ?» en utilisant exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Et est-ce que cette transition, ce n'est pas juste finalement une transition technologique, où on nous dit que par la grâce d'une technologie verte, tout va aller mieux, qu'en roulant électrique et en utilisant un panneau solaire sur son toit, on va régler le problème? Non. Si on ne considère pas qu'il y a d'abord une transition dans les consciences, une transition dans les têtes à mener, dans nos modes de vie à aborder, à mener à bien, eh bien en fait, nous n'y arriverons pas. Et donc, il y a plein de solutions, mais à la condition de se débrancher un peu de ce technologisme qui nous a envahis et de considérer aussi que, eh bien, ça touche, c'est une transition culturelle qui touche à nos modes de consommation. Il faut tout recycler, on ne recycle quasiment pas de métaux rares, il faut substituer certains métaux par d'autres, il faut lutter contre l'obsolescence programmée des produits, c'est un vrai scandale. Il faut changer nos modèles économiques, peut-être arrêter d'acheter, mais louer. Après tout, si vous achetez un téléphone portable, le producteur du téléphone portable a intérêt à ce que vous le jetiez le plus vite possible. Mais s'il vous le loue, il va avoir intérêt à ce que vous le gardiez le plus possible. Donc vous voyez qu'en changeant des modèles économiques, on peut aussi changer, orienter la consommation de matière. Il y a des tas de solutions qui peuvent être mises en œuvre, mais à condition de prendre cette transition énergétique, non pas seulement sous l'angle technique, mais sous l'angle culturel, et ça n'est pas assez fait aujourd'hui. Et vous avez une proposition assez percutante dans votre livre pour peut-être impulser un début de changement de paradigme. Et donc je vois que vous me lancez et que du coup je vais continuer sur ma lancée. Mais en fait, à un moment se pose la question de la mine. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on le veuille ou non, tout procède d'une mine. Voilà. Alors, de deux choses l'une, soit on arrive radicalement à changer nos modes de consommation, je l'espère, d'ici 25 ans, 30 ans peut-être, mais aujourd'hui, concrètement, on fait quoi alors qu'il y a un paysage industriel et géopolitique qui est affreusement complexe et qui est désavantageux pour nous. Et donc se pose la question d'être indépendant sur le plan de ces approvisionnements. Après tout, on est à peu près indépendant sur le plan de nos approvisionnements alimentaires. On est indépendant sur le plan de nos approvisionnements en hydrocarbures. Donc il faut se poser la question de notre indépendance en approvisionnement de minerais rares. Alors on peut aller chercher ailleurs et on peut aussi aller ouvrir des mines chez nous. Ce qui paraît une idée absolument scandaleuse, mais qui se pose compte tenu de nos besoins. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tant ouvrir des mines pour des raisons économiques, même si c'est important, ou géopolitiques, c'est qu'en fait, ouvrir des mines en France, ce serait propre. Et finalement, ce serait une bonne décision écolo. Parce que jusque maintenant, le minerai, on ne savait pas trop d'où il venait, on n'a pas le contrôle sur le processus, on sait que c'est sale, mais on ne voit pas ce qui se passe. On peut toujours aller imposer des labels aux Chinois, ça ne marchera pas. Donc la meilleure chose, c'est peut-être finalement d'avoir le contrôle du processus chez nous, avec nos réglementations, notre contrôle de la société civile, et là, à ce moment-là, le minerai sera moins sale, donc la technologie sera moins sale. Et puis une dernière chose, Reda, vous savez, dans la vie, ça se passe toujours pareil. C'est toujours les pauvres qui payent à la fin. Et cette transition énergétique, c'est peut-être l'occasion de faire différemment. Alors de deux choses l'une, soit on fait pareil avec cette transition, on laisse les pauvres payer pour tout le monde, et puis on considère qu'on n'a rien appris du passé. Ou alors on se sert de cette transition qui se veut intelligente, sage, et dans ce cas-là, eh bien on assume cette idée qui est peut-être insupportable, mais qui ferait peut-être que nous-mêmes portions une part de ce fardeau
écologique, environnementale qu'est la mine, et qu'à hauteur de la place du poids de la France dans le PIB mondial, eh bien nous assumions cette part-là à hauteur de ce PIB-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh bien nous basculerions dans une façon de faire de la politique et de faire de la transition énergétique. Eh bien ce serait peut-être une façon un peu plus sobre et un peu plus sage de le faire. Donc je propose cette idée qui est insupportable, mais qui, je pense, peut-être sur un plan moral, sur un plan d'éthique, de responsabilité, peut s'entendre. Merci beaucoup, Guillaume Pitron. On aurait pu en passer encore plusieurs minutes, de longues minutes avec vous. Vous m'avez piqué ma conclusion parce que j'allais citer Einstein, et donc je propose de la répéter parce que je pense qu'il vaut mieux le citer 2 fois qu'aucune, et parce que finalement vous avez raison et il avait raison. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Merci beaucoup d'être venu nous suggérer cette belle morale. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, effectivement.